Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique et de la diffamation. Le profil pervers narcissique est motivé par un désir de pouvoir illimité et un désir aussi de détruire l'identité de sa proie. Cela se traduit dans la relation à l'autre par la diffamation notamment. Il s'agit de rumeurs, de propos mensongers et dénigrants qui sont portés en public à l'égard de la victime. Ce comportement fait partie d'une stratégie globale de harcèlement moral de la part du pervers narcissique, comme Marie-France Irigoyen l'a décrit dans Le harcèlement moral au quotidien. Ce harcèlement est constitué par des violences psychologiques essentiellement, avec de la violence verbale, économique, parfois physique ou sexuelle. Il est croissant avec le temps, en fréquence et en intensité. L'individu pervers narcissique cherche à discréditer sa proie afin de lui faire perdre toute crédibilité au niveau de ses relations, qu'elles soient proches, la famille, mais aussi les amis, la vie professionnelle ou les enfants. Il l'isole en l'affaiblissant par cette diffamation. Il la coupe ainsi de ses ressources psychologiques, émotionnelles, relationnelles, économiques, etc. Elle est d'autant plus manipulable, évidemment, qu'elle est euh, diffamée et donc en perte d'estime de soi. Pourquoi diffame-t-il sa proie? Eh bien, le profil pervers narcissique perçoit sa proie comme une menace à partir du moment où elle ose exister, avoir un avis propre, des sentiments propres, et où elle ose prendre sa place, c'est-à-dire poser ses limites et se différencier. Cela pourrait lui faire de l'ombre et mettre un frein à son appétit de pouvoir sans limite, que ce soit dans la famille, les relations sociales ou dans la vie familiale. Dans ce cas, le sujet pervers narcissique tente de pousser sa proie à partir, à abandonner sa place. Et donc, cette attitude est peut-être dans la famille, selon Racamier. À l'origine, eh bien, ce serait des secrets de famille. Des secrets de famille que l'enfant pourrait dévoiler en posant des questions, en cherchant la vérité, en cherchant à dialoguer. Et donc, il pourrait mettre à jour des dysfonctionnements familiaux. Et c'est pour cela que l'enfant qui se pose des questions peut devenir la cible. La révélation du secret de famille peut perturber le dysfonctionnement familial dans lequel finalement le pervers narcissique a pris le pouvoir. Et donc, révéler des secrets de famille, cela révèle aussi des traumatismes niés par le sujet pervers narcissique qu'il a choisi de nier pour survivre dans son passé, dans son enfance. Et donc, c'est la raison pour laquelle il refuse toute forme de dialogue, toute remise en question, toute ouverture émotionnelle, toute vulnérabilité. Il refuse l'intervention d'un tiers, que ce soit un psychologue, un ami de la famille, toute personne ressource pour l'enfant, car cela pourrait évidemment perturber l'équilibre de la famille et finalement faire en sorte qu'il n'exerce plus son emprise sur la famille. Donc, ce parent pervers narcissique tente de discréditer l'enfant en lui faisant croire qu'il est fou, en faisant croire à la famille ou à l'entourage qu'il a un déséquilibre mental, qu'il n'est pas fiable, que c'est un enfant difficile, entre guillemets, qui pourrait mériter finalement les violences infligées. Il peut même inverser les rôles et se dire victime de l'enfant, que c'est l'enfant qui est à la source des problèmes familiaux, des problèmes conjugaux, des problèmes rencontrés par la famille. Il peut aussi faire croire à l'enfant que c'est grâce à lui qu'il a évolué positivement, sinon il serait finalement à la rue ou il aurait fini en psychiatrie. Et donc, dans la vie professionnelle, on peut voir également ce processus à l'œuvre. Donc, le pervers narcissique va diffamer sa proie dans son milieu professionnel et inverser les rôles. Il accuse sa proie d'être la source des dysfonctionnements de la société. Il protège ainsi son image, il maintient ainsi son pouvoir.
garde le contrôle de la situation grâce à la diffamation, mais au détriment de sa proie qui essaye juste de comprendre, qui essaye de juste s'exprimer, d'avoir un avis dans ce qui se passe et d'avoir sa place. La victime assume la responsabilité entière de ce qui ne va pas et donc elle subit de la diffamation. C'est elle qui est la coupable de tout ce que le pervers narcissique ne veut pas reconnaître en lui par un effet d'identification projective. Culpabilité, honte, sentiment de tristesse, peur, etc. Donc, en conséquence, eh bien, la proie perd progressivement son estime de soi, son sentiment de dignité. Elle ne se donne plus la légitimité de prendre sa place, d'exister, à force de subir de la diffamation. Cela engendre un stress post-traumatique et les signaux de détresse du stress post-traumatique eh bien, sont au niveau corporel, tremblements, palpitations, sueur, réveil nocturne, troubles alimentaires, anorexie, ou bien réaction de sursaut disproportionnée par rapport à la situation, des réactions d'évitement de tout ce qui rappelle l'agresseur, ou bien une perte de concentration, de mémoire, un épuisement progressif, de l'hypervigilance, un repli sur soi, une image négative de soi et du monde, et donc des émotions essentiellement pénibles. Cet état peut aboutir à un burn-out et à la dépression à la longue à force de ressentir de la mésestime de soi, le sentiment de honte, d'impuissance, de culpabilité excessif. Et donc le désespoir peut s'installer avec des idées de suicide. Parfois, le corps se fige au point d'être en état de sidération, de dissociation traumatique. La victime est là sans être là. Elle est dépersonnalisée, c'est-à-dire qu'elle est comme réduite à l'état d'objet et donc elle ne perd le contact avec ses émotions, avec ses sentiments, avec son ressenti, avec ses besoins. Finalement, elle est réduite à l'état d'objet, mais elle ressent finalement très peu de choses, elle est morte intérieurement. Des parts d'elle la dominent à ce moment-là. C'est le moi qui se divise, des mécanismes survie qui prennent le relais, dont notamment l'appel à l'aide, le combat, la fuite, le figement ou la soumission, c'est-à-dire finalement une sorte de perte de capacité à s'exprimer, à poser ses limites, puisque il y a cette impossibilité d'exister. Que faire face à cela? Eh bien, il est essentiel de sortir de l'isolement, puisque la victime sent progressivement, hein, c'est une mort à petit feu, qu'elle est détruite par le profil pervers narcissique, réduite petit à petit à l'état d'objet, sans énergie, sans capacité à prendre sa place. Oser demander de l'aide est alors essentiel, même si la méfiance, même si la peur ont tendance à prendre le dessus sur elle. Une personne secourable, bienveillante, empathique peut aider la victime à restaurer son sentiment de dignité, à réguler son système nerveux, ses émotions et encourager la victime à dialoguer est tout à fait contre-productif. Parce que le pervers narcissique refuse le dialogue, il refuse la remise en question, il met l'entièreté de la responsabilité sur la victime et il manque totalement d'ouverture émotionnelle. Or, la négociation, le dialogue implique une ouverture émotionnelle de part et d'autre. Donc, il s'agit d'abord de protéger la victime et la personne qui est vulnérable. La sécurité passe avant les tentatives de dialogue dans ce cas. On peut observer aussi ce processus de diffamation et de harcèlement moral lorsqu'il y a séparation dans un couple avec un pervers narcissique. Car là, il y a des enjeux de garde d'enfants, des enjeux de séparation et donc de partage des biens. Le pervers narcissique redouble alors ses manipulations malveillantes, sa diffamation.
Il prend des témoins à charge devant les tribunaux, comme dit Alberto Heger, c'est-à-dire des faux témoignages, utiliser des faux témoignages, des témoignages de complaisance pour instrumentaliser le système judiciaire par des procédures à répétition. Le pervers narcissique va chercher finalement à garder le pouvoir sur sa proie à travers les enfants et donc les instrumentaliser également. Chercher un bon soutien juridique est important, un avocat qui comprend ces dynamiques destructrices. Garder des traces des diffamations, des preuves des manipulations malveillantes et ne pas rester isolé est important dans ce processus de libération. Il est essentiel de ne pas réagir sur le coup, de ne pas être dans la réaction. Car l'impulsivité et les réactions émotionnelles disproportionnées peuvent être utilisées alors par le pervers narcissique pour pointer du doigt la victime et faire croire qu'elle est folle, qu'elle est dans une attitude peu fiable et être discréditée encore davantage. Écrire ses émotions, écrire les faits dans un journal de façon tout à fait neutre, c'est-à-dire sans tenir aux faits, eh bien, peut aider la personne à voir de façon globale la situation et à ne plus se laisser piéger dans les manipulations malveillantes que sont par exemple le gaslighting, la mise en doute de ses perceptions, ou bien l'inversion des rôles et d'autres processus comme les messages paradoxaux où finalement le pervers narcissique peut lui dire je t'aime sur un ton froid par exemple. Donc parler à quelqu'un ou faire des exercices d'apaisement émotionnel permet de garder le cap. Donc ces exercices d'apaisement, eh bien c'est l'ancrage d'abord qui est essentiel. Donc sentir régulièrement au cours de la journée le contact avec le sol par les pieds, sentir tous les points de contact du corps avec un siège où l'on est assis, sentir aussi le contact avec l'environnement, observer qu'il n'y a pas de danger dans l'ici et maintenant si on est chez soi bien tranquille et poser le regard sur un objet apaisant, sa couleur, observer sa couleur, sa forme, ou bien écouter les bruits apaisants dans l'environnement, ou encore pouvoir sentir un contact agréable. Il y avait une patiente, par exemple, qui utilisait un bout de tissu tout doux pour s'apaiser. Une autre écoutait de la musique douce. Tout ce qui est source de douceur et de réconfort, d'apaisement, peut réguler le système nerveux et aider donc à réguler ses émotions. D'autres ressources sont intéressantes, les ressources psychologiques, se souvenir de moments où on a été valorisé par l'entourage, puisque c'est vraiment ça que le pervers narcissique tente de détruire, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Et donc se rappeler de souvenirs valorisants, c'est très important. Ressentir dans le corps la sensation, l'émotion, les ressentis donc, que sont par exemple la légèreté, la fluidité, le calme, la détente dans le corps. Toutes ces sensations, une fois qu'elles sont conscientisées, au moins pendant 30 secondes, eh bien, permettent de modifier les connexions neuronales en créant de nouveaux neurones avec une information de sécurité. Et avec la répétition, eh bien, il est possible alors à ce moment-là de mieux réguler ses émotions et c'est essentiel s'il y a des procédures judiciaires où elle est confrontée à son agresseur. Ça peut être utile aussi d'invoquer des ressources comme les ressources créatives, par exemple créer une nouvelle recette de cuisine, mieux décorer sa maison. Ça peut être aussi des ressources intellectuelles, se rappeler tous les jours d'une phrase dans un livre qui nous a apaisés. Ou bien ça peut être des ressources physiques, une marche en forêt, comme ça apaiser le système nerveux, etc. Donc, il est important aussi de développer davantage de bienveillance avec soi-même, car le pervers narcissique, à force d'être destructeur au niveau de l'estime de soi, eh bien, amène la victime à devenir dure avec elle-même et à se dévaloriser elle-même.
Donc ça, c'est vraiment en étant d'abord attentive à ses ressources de sécurité qu'elle peut y arriver. Choisir un lieu apaisant, un lieu de sécurité où elle peut dialoguer avec ces parties de soi qui sont dans des conflits intérieurs. Par exemple, le combat qui peut critiquer la partie qui est dans la fuite. Fuite par exemple en fouillant sur son téléphone, dans une addiction, ou qui peut critiquer la partie qui se fige quand la victime, dépourvue d'énergie, reste prostrée dans son lit ou sur son fauteuil. Et donc, comprendre pourquoi ces parties sont là, quels sont leurs besoins, être à l'écoute des besoins de chaque part de soi avec bienveillance peut vraiment aider à faire face à ce harcèlement moral et ces propos diffamatoires répétés. Il est peut-être aussi utile de demander au juge de regrouper les procédures, la multiplication des procédures judiciaires en invoquant le caractère abusif des manœuvres. Cela peut éviter l'épuisement moral et physique et cela peut aider aussi à faire valoir ses droits. Prendre soin quotidiennement de soi est essentiel pour tenir le cap, garder l'esprit clair, l'esprit calme dans ce marathon qui pourrait être épuisant à la longue. Créer des rituels quotidiens pour se détendre, pour pratiquer la pleine conscience, prendre soin de son corps, par une pratique sportive par exemple régulière, ne fût-ce que des mouvements douceurs, d'étirement. Avoir des ancrages dans les émotions agréables est très important, porter attention aux parties de soi, comme je l'ai dit. Éviter de prendre sur soi l'entière responsabilité de ce qui arrive, comme évidemment le pervers narcissique incite à le faire. Et ainsi, finalement, eh bien, la victime peut rendre en imagination à l'agresseur ce qui lui appartient, s'alléger du poids que le pervers narcissique veut lui faire porter. Par exemple, imaginer un objet dans lequel mettre tout ce qui n'appartient pas à la victime et le rendre en imagination à l'agresseur. Ou bien tendre un miroir en imagination à l'agresseur pour qu'il soit rendu à l'agresseur ce qui lui appartient. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme aux éditions Ellipse, ou bien L'art de la résilience qui est paru également aux éditions Ellipse dans la collection Récits et témoignages. Si vous voulez mettre un j'aime sous la vidéo, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je vous y invite. Bonne journée!